Immense, c'est notre plaisir simplement, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Carrefour Média, de vous retrouver dans le cadre de notre émission Les Incontournables. Et celle que nous avons la possibilité de rencontrer aujourd'hui et de découvrir est une femme digne, une femme courage, une femme politique et bien sûr une femme qui a un lien avec la municipalité, et c'est dans la commune de Fumbana. Il s'agit simplement de l'honorable Patricia Tomaino Ndamjoya que nous avons bien sûr le plaisir de retrouver chez elle-même. Il s'agit de l'hôtel de ville de Fumbana. Alors, on est toujours ensemble, on reste ensemble pour découvrir simplement cette femme exceptionnelle avec un parcours qui ne se décrit pas simplement par des paroles de Jan-Lor Misiko. Alors, Madame Patricia Tomaino Ndamjoya, moi j'ai envie simplement de vous appeler Madame Courage. Est-ce que je le peux? Bonsoir déjà à vous. Bonsoir et merci beaucoup pour cette grande opportunité de partager avec les téléspectateurs de Les Incontournables que je découvre c'est clair. aussi, et merci d'être là. Vous pouvez m'appeler Madame Courage. Comme moi, je peux vous les appeler aussi Madame très très pertinente, dynamique par rapport à tout ce que j'ai pu vous voir faire. D'accord, merci à vous de nous accueillir simplement ici. Voilà, donc avec les auditeurs, avec les téléspectateurs, nous aurons la possibilité de vous découvrir. Déjà, vous, en tant que femme, vous, en tant que femme politique, vous, en tant que maire de la commune de Fumbana, et si possible, vous, en tant qu'auteur, et peut-être toucher quelque chose, on ne sait jamais, bon, votre jardin secret, ça c'est à vous de nous permettre, ou alors de dire simplement non, on ne peut pas. On y va? D'accord, alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, pour ceux qui vous voient simplement à distance, je dirais simplement que vous êtes une femme caduque, une femme qui ne se plie pas, une femme simplement qui est inaccessible. Et nous qui avons eu la possibilité de vous rencontrer, on peut dire que c'est totalement le contraire. Et vous-même, en tant qu'honorable Patricia Tomaino Ndamjoya, comment est-ce que vous vous définissez en tant que femme? Je suis un être humain. Pour moi, on l'est ou on ne l'est pas. Il peut arriver qu'on soit femme, homme. Et donc, si je suis une femme, j'assume entièrement ma nature humaine et je suis pleinement consciente de ce qu'elle a des particularités. Et pour moi, un être humain sur Terre est en mission. Et nous sommes dans une société, nous avons à faire parce que, tenu de pouvoir, à travers la solidarité, à travers le partage, rendre la dignité humaine. Parce que pour moi, c'est au niveau de notre commune humanité que nous nous retrouvons en tant que frères et sœurs. Et le monde, pour moi, c'est au-delà de la fraternité humaine, c'est l'environnement, ce sont les arbres, ce sont les animaux qui font partie de notre monde. Et voilà, voyez-vous, il y a beaucoup à faire. L'être humain que je suis, la femme que je suis, je dois donc, tous les jours qui se lèvent, apporter ma contribution pour le meilleur, pour l'amour, pour étaler la richesse de ce monde que nous avons gracieusement hérité. D'accord. Alors ici, on vous parlait de votre cursus scolaire, académique. Qu'est-ce que vous diriez? Comment l'appréciez-vous? Disons que j'ai pu faire ce qui était possible de faire par rapport à ce que vous avez constaté. J'ai une maîtrise en droit, bien sûr, public, et donc j'ai eu après beaucoup d'autres diplômes qui ont sanctionné des formations,
Et donc, pour moi, c'est juste comme une petite adresse. Mais sinon, le cursus académique n'est que un ajout dans ce qu'on peut très bien apprendre dans la grande école de vie qui commence dans la famille. Quand on sort de la famille, dans la société, quand on est dans la rue, dans une ville, ce que la ville peut bien nous apporter, est-ce qu'il y a une bibliothèque, est-ce qu'il y a un parc dans la ville, je vais y aller, est-ce qu'il y a un club de sport que je peux fréquenter dans la ville. Donc au-delà de la ville, à l'école, bien sûr, qu'est-ce que à l'école primaire j'ai pu apprendre, qu'est-ce que au lycée j'ai pu retenir, est-ce que nous sommes allés en excursion, à l'université, comment étaient mes camarades, j'étais dans une cité universitaire, ma cochambrière. Ah, elle était du nord-ouest de Bambili, qu'est-ce qu'elle m'a appris de sa culture. Donc tout cela, ça rentre. Et puis quand on rentre dans la vie en dehors de l'université, dans la vie professionnelle, quels sont le genre de type de personnes que l'on rencontre, tout ça, ça fait partie, ça rajoute à son expérience. Je travaille, j'ai fait un stage à tel endroit, donc tout ça pour moi, c'est la vie, c'est l'éducation en continu. On est maire, hier on était député, on est conseiller régional, on est président du syndicat des communes. Comment est-ce qu'on apprécie tout ça? Qu'est-ce qu'on apprend de travailler avec des conseils municipaux, de travailler dans un cadre comme à la mairie avec toute une administration? Quels sont les rapports avec les autres autorités locales? C'est inouï, mais en tout cas, il faut apprécier chaque instant les rapports avec les populations sur le terrain. Quand on va dans un quartier, qu'est-ce qu'on a remarqué? Et quand on est avec des personnes âgées, qu'est-ce que ces personnes âgées vous donnent comme message? C'est tout ça qui fait de ce que nous sommes, nous. C'est ce que je peux vous dire. Voilà, et je dirais simplement que c'est ce parcours-là, tout ce que vous avez vécu qui vous donne simplement l'opportunité d'être la femme que vous êtes aujourd'hui au sein de cette mairie que vous dirigez bien évidemment. Voilà, quelles sont vos missions régaliennes? Là, on entre déjà dans le plan communal, la municipalité. Quelles sont vos missions régaliennes en tant que maire de la commune de Foumban? Disons que je pense que régalien, ça pourrait peut-être s'adresser à l'État. Bien sûr, nous sommes un démembrement d'État et je me dis que nous avons dans le Code général des collectivités décentralisées les missions des communes qui est le développement harmonieux de nos localités dans le domaine de la santé, de la culture, éducatif, environnemental, sportif. Et donc, dans une commune, en principe, nous sommes une équipe issue d'un conseil municipal et sommes accompagnés par une administration. Ici, à la commune de Foumban, nous avons près de 70 cadres et personnels et décisionnaires. Et donc, nous avons ces termes de référence, ce cahier de charges en collaboration avec l'autorité de tutelle et les services déconcentrés qui sont appelés à nous appuyer dans ces missions-là. Parce que nous, selon la loi, avons l'autonomie financière et administrative. Cependant, dans les faits, parce que la décentralisation, qui est un transfert de moyens et de compétences, on voit très bien que les compétences ont été transférées, mais les moyens n'ont pas toujours suivi. Ce qui fait que nous avons besoin d'un accompagnement et nous avons également en face beaucoup de responsabilités, des attentes des populations. C'est concret sur le terrain, il faut résoudre les problèmes. Il y a un pont qui s'est cassé, il y a un sinistre quelque part avec la saison des pluies. Et donc, il faut être sur le terrain,
pour résoudre le problème concrètement. Et là, il faut des moyens humains. On n'a pas toujours ces moyens humains. On a beaucoup de personnes souvent qui ne sont pas qualifiées, qui ont besoin d'un recyclage, de se former. Et voilà les missions mais c'est des missions qui apportent un changement dans la vie des populations. Et c'est ce qui non seulement fait la particularité, mais qui nous tient. Nous sommes obligés et nous sommes attachés au fait qu'il faut faire quelque chose pour améliorer les conditions de vie de ces populations-là. Et comme je le dis toujours à tout le monde, c'est ensemble qu'on y arrive. Donc, je tiens à ce que les populations sachent que leur contribution est incontournable, comme votre émission. Bien sûr. Leur contribution, sans leur contribution au niveau des quartiers, et d'ailleurs nous nous réjouissons de ce que il faut maintenant aller travailler au niveau des comités de quartier qui sont des institutions maintenant. C'est bien parce que ça nous rapproche des populations. On est dans les maisons, dans les familles, et c'est de là où tout part. D'accord. Alors, Madame le maire, est-ce qu'on peut qualifier la mairie comme une entreprise? Est-ce qu'on peut dire qu'une mairie est une entreprise? Non, parce que l'entreprise a à la tête un manager. Et généralement, en fonction des cahiers de charges, en fonction des objectifs à atteindre, le manager, il prend des décisions, il peut prendre des décisions qui n'engagent que lui. En même temps, à la mairie, quand on est un maire, un chef d'exécutif, on est tenu quand il le faut de prendre des décisions, mais ces décisions ne sont pas des décisions personnelles, c'est des décisions suivant un plan d'action. Déjà, quand on arrive à la mairie, on est élu. Et quand on est élu, c'est suivant un programme, un projet de société partagé avec tout le conseil municipal. Donc, chaque année, on vote un budget, on suit ce budget-là. Et il faut à tout moment se rassurer que tout le monde est dans la même orientation et c'est très important parce que sinon c'est très difficile. Le chef d'entreprise peut avoir des moyens parce qu'il a à disposition ces moyens-là pour faire marcher l'entreprise, mais comme je vous l'ai dit, la commune a un budget, mais pour aller chercher les recettes, c'est compliqué parce qu'on n'a pas toujours les coudées franches. Des fois, la loi ne nous le permet pas. Donc, il faut aller là où la loi nous le permet. Et en même temps, il y a un lot de sollicitations d'ordre social, des personnes, par exemple, qui viennent parce qu'elles ont besoin d'un appui aussi, elles sont malades, les enfants ne sont pas à l'école, elles veulent un appui financier. Nous essayons de le faire, mais si on était une entreprise, par exemple, comme ici, il y a des grands services comme l'état civil, qui est un service public où les populations viennent pour enregistrer les naissances, déclarer les mariages ou les décès. Il y a le service des affaires sociales qui s'occupe des déplacés internes qui sont très nombreux dans la ville de Fumban aujourd'hui, parce que c'est le service qui est le plus demandeur en ce moment. Des personnes d'un certain âge qui ont besoin d'assistance et des personnes, les femmes aussi qui viennent parce qu'elles ont besoin qu'on les appuie. Donc, les entreprises ne font pas du social, entre guillemets. La mairie, franchement, quand elle se déploie dans un quartier pour des adductions d'eau, pour faire la route, c'est pas pour avoir en retour, un revenu, si vous voulez. Et quand on va au marché pour installer les commerçants, les coûts que ces commerçantes en retour, on les appelle les droits de place. Les droits de place ne représentent rien par rapport
à tout ce que la mairie doit mettre sur pied pour cette institution, cette infrastructure. Donc, vous voyez déjà qu'une entreprise n'est pas là pour le social ou n'est pas là pour l'intérêt général. L'entreprise est là pour un objectif précis dans un domaine précis. Mais en même temps, je dois dire que un bon maire doit être un peu un bon manager et un bon chef d'entreprise. Donc, il faut avoir les qualités, il faut pouvoir lier les qualités en sachant que concrètement, on n'aura pas les moyens de l'entreprise. Mais les qualités, c'est important parce que sinon, on ne peut rien faire. Si on attend que les moyens arrivent avant de pouvoir se déployer, ou alors si on se dit qu'on ne peut pas aller pour entreprendre un projet parce que ça ne va pas plaire à des personnes, mais si on est tenu par l'atteinte des objectifs d'intérêt général, on y va. Et puis ça va aller. Et puis ça va aller. Donc la mairie est plus dans du donner que du recevoir en tout cas. Oui, le donner, oui, mais le recevoir en termes d'épanouissement des populations. Et pour moi, c'est le plus grand des recevoirs. C'est ce qui n'a pas de prix. Quand les populations sont heureuses quelque part, quand elles vont donner au pays. Parce que si dans une ville, les citoyens de la ville, les populations de la ville ont accès à l'eau, à l'énergie électrique, à la mobilité, par exemple, les moyens de transport, aux routes, à la santé, à un plateau technique, à des écoles, elles vont nécessairement donner le meilleur d'eux-mêmes, ces citoyens. Et je crois que ça va impacter dans les vies de la famille, des enfants. Les enfants vont grandir étant très joyeux, très fiers de leur pays. Le patriotisme en dépend. Ils vont tout faire pour défendre ces conditions-là. C'est eux qui seront demain en train de faire ce travail parce qu'ils auront grandi dans une culture où ils savent que il faut travailler le matin jusqu'au soir, il faut se tenir la main, ils seront joyeux. On verra. Je suis sûre que dans la route, ils seront souriants, ils vont dire bonjour. Bien sûr. Et avec bonhomie, oui. Et ça n'a pas de prix pour moi. Pas de prix, voilà. Donc c'est le meilleur des investissements dans le fond. Voilà, vous êtes à près de 7 ans à la tête de la mairie de Foumban. D'accord. 5 ans. 5 ans déjà. Oui, c'est 5 ans. D'accord. 5 ans, ok. Quels sont les grandes réalisations simplement entreprises jusqu'ici? Et ça va très vite. 5 ans. Vous imaginez, c'était comme hier. Parce que je me souviens que j'ai été investie maire le 18 février 2020. Je me souviens encore de ce jour. C'était pas facile. Les réalisations sont nombreuses. Je vais citer les plus marquantes, importantes. Cette année, par exemple, nous avons pu aménager le lac municipal à l'entrée. Pour nous, c'est important. Les places d'appropriation collective, comme je l'ai dit, c'est aussi le lieu de dire que on a un autre espace d'appropriation collective au Carrefour en 2000. En 2000, c'est le nom qu'avait donné le ministre maire qui m'a précédé. Et cette année, on a pu en faire un espace où des personnes peuvent venir pour prendre une boisson ou un sandwich, s'asseoir sur des bancs, faire des photos. Et des grands projets, nous pensons à la Maison de la Culture. C'est un espace où il y a un centre de ressources numériques, une grande bibliothèque et une salle où on peut avoir des vidéos, des vidéoconférences et des salles de projection, un air
multisport. On a cette année l'ambition d'avoir une piscine municipale. Et au niveau de la mairie, déjà, en dehors des grands projets comme l'espace structurant que vous avez visité tout à l'heure, qui consiste à la construction d'un centre culturel en même temps où des personnes peuvent venir pour la formation de tous ordres. Il y a des blocs pédagogiques, des ateliers pour les artisans. La ville de Foumban étant la ville culturelle par excellence, donc c'est un endroit où des maîtres artistes peuvent venir de très loin pour avoir des résidences. Et on a déjà d'ailleurs commencé à avoir des résidences pour travailler avec l'art ancien, hérité des artisans ici qui font de la sculpture, le bronze avec la méthode de la cire fondue, les brodeurs comme les belles nappes que vous voyez. Il y a un village artisanal également. Et donc, c'est un endroit où on peut faire autant de rencontres, de formations. Des écoles sont en cours de construction. La gare routière qui est futuriste, comme vous avez pu voir, on est à la première phase, comme l'espace structurant est à sa première phase, parce qu'avec l'espace structurant, on aura un grand convention center et des espaces aussi d'hébergement. Mais pour le moment, la cité municipale, avec le Crédit foncier et le FECOM. L'espace structurant, c'était avec l'aide du MINEPAT. D'accord. La Maison de la Culture avec la coopération internationale décentralisée, l'Association internationale des maires francophones et la commune de Foumban. Et le FECOM, c'est avec la gare routière. C'est important que je vous dise les partenaires de la commune. Et donc, on est sorti par tous ces projets. Bien sûr, chaque année, nous avons des budgets d'investissement public avec la dotation générale de la décentralisation qui nous permettent de réaliser des écoles, des forages dans des espaces. Et c'est important parce qu'il y a très peu de personnes qui ont l'eau courante dans les maisons aujourd'hui. Donc, en même temps, on est obligé de faire des forages en attendant le photovoltaïque, les énergies. On s'était engagé dans un projet de mini-centrale avec de mini-centrales hydrauliques, mais malheureusement, on a connu une mauvaise expérience avec des partenaires qui avaient pour préoccupation d'autres ambitions. Mais on va continuer à aller dans ce domaine avec d'autres partenaires qui sont plus respectueux des valeurs de la communauté. C'est pour vous dire que sur le chemin de la mairie, on rencontre souvent des mésaventures. Maintenant, là, c'est des réalisations concrètes. Des routes ont pu être faites. Si vous voyez la route qui va au niveau de l'artisanat, elle a été bitumée. Il y a aussi des routes au niveau des villages qui sont refaites avec notre niveleuse. On a acquis un camion coupe-feu et une ambulance qui aide beaucoup la mairie. On a aussi eu une voiture de liaison. Aujourd'hui, les agents de la mairie, ils peuvent aller partout, quand même en toute dignité, parce qu'ils ont une voiture qui leur permet de se déplacer, ce qui n'était pas facile. Mais le plus important aussi, c'est au niveau interne. Pour pouvoir réaliser tous ces projets, il faut quand même qu'on ait une structuration interne importante. Donc, on a refait l'organigramme de la mairie, on a pu créer des services qui sont phares, comme le service du patrimoine matériel et culturel. On a un service en charge de l'environnement, d'ailleurs, qui a reçu un projet de la coopération avec SICTOM et la ville de Juillet-en-Josa, qui est une ville partenaire de Foumban, qui est en France, dans les Yvelines. Avec ce projet, dans les villages, dans 5 quartiers de Foumban, les associations gèrent les déchets ménagers et les transportent jusqu'à des espaces comme des premiers
comme les dépôts intermédiaires d'ordures, et après on doit les déplacer pour aller au niveau de la base qui avait été construite en dehors de Foumban. Je dois vous dire que Foumban, c'est 4 villes, parce qu'on a un plan, un schéma. Tout ce qu'on fait, c'est par rapport à notre plan d'occupation des sols, qui est un document d'orientation générale. Comme je vous le disais, on ne se lève pas un grand matin pour faire ci, ça, ça. On a donc ce plan d'occupation qui nous permet d'avoir des zones industrielles, des zones pour le logement. Là où nous étions pour la cité municipale, c'est là où, parce que la vieille ville, la ville au niveau du centre, qui est un pôle, elle est engorgée maintenant. Il n'y a plus de place. On a dû vraiment renforcer un peu aussi au niveau du cimetière municipal. Avant, les populations ne voulaient pas aller au cimetière municipal. Il a fallu qu'on puisse s'arranger à dégager un peu d'espace de ce côté. Et donc, on a un plan d'occupation de sol qui nous permet de respecter le règlement d'urbanisme. À Foumban 3, parce que nous sommes déjà à Foumban 3, nous avons prévu des lotissements pour que les populations puissent avoir des terrains, des lots, et puissent construire leur maison ou alors acquérir les maisons déjà construites comme ceux que vous avez vus. Parce qu'il y a beaucoup d'administrateurs des services déconcentrés qui viennent de Bafoussam pour travailler à Foumban et repartir le soir à Bafoussam. Et pour nous, nous pensons que c'est inadmissible au regard de l'importance de la ville de Foumban, du point de vue historique, du point de vue culturel, que de ne pas avoir des logements décents pour en même temps ses propres populations, les populations qui viennent travailler. D'accord. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à l'organigramme, au niveau interne, nous avons tout fait pour avoir des facilités comme au niveau de l'administration même. Chaque service ici a un interphone, par exemple. Ça permet c'est ce que nous avons créé à notre arrivée, d'avoir un réseau interne de téléphonie pour communiquer. Nous sommes commune pilote par rapport à la digitalisation. Et c'est important au niveau de recouvrement des taxes. Nous le faisons déjà avec les terminaux depuis longtemps. Nous sommes en train de consolider notre fichier des contribuables avec la digitalisation et les actes d'état civil aussi. Nous sommes engagés pour la digitalisation. Donc, l'organisation interne, la formation de ces agents-là, le portail web, par exemple, nous avons un portail qui est plus qu'un site. En matière de communication, ça permet de communiquer sur la ville de Foumban. Et pour nous, ce n'est pas tout. Nous voulons en faire une interface avec les populations pour renseigner les populations de plus en plus par rapport aux services de la mairie. Donc, un portail web, véritable interface pour pouvoir avoir une visibilité sur les corps, les catégories de métiers de la ville de Foumban. Vous voyez, c'est dense. Donc, pour vraiment y arriver, il faut une organisation interne pour pouvoir bien travailler ces projets-là. Et ça, c'est du bon travail. C'est du bon travail en tout cas, voilà. Alors, Dame Courage, on va revenir sur votre parcours politique. Vous êtes présidente du parti UDC. Nous aimerions savoir simplement comment vous avez fait pour intégrer ce parti-là et comment ça s'est passé jusqu'aujourd'hui, comment ça va en fait. C'est amazing, comme je peux dire, de vous dire comment est-ce que j'ai intégré le parti. Mais c'est simple, c'est toute une histoire. Oui. Je vais essayer d'être très très brève. En 91, j'étais à l'université. Je crois que j'étais en train de finir ma maîtrise en droit. Et donc, j'avais eu à avoir des cours de droit public sur l'État, les relations internationales. Et j'étais vraiment très consciente de ce que l'administration peut
apporter dans la vie quotidienne des populations. Et en même temps, c'était les années de retour au multipartisme. Donc, ce que nous avions appris à l'université, en même temps, au niveau de la rue, on avait cet écho de politique qui demandait plus de transparence, de la bonne gouvernance dans la gestion. Et ce discours-là m'a séduite, si je peux dire ainsi. C'est comme ça que j'ai commencé à participer à des meetings politiques. Okay. Je me souviens quand j'étais en vacances ici, une fois j'ai eu à participer vraiment à un rassemblement et le discours du président de l'Union démocratique du Cameroun était tellement captivant. Et parce que c'est un monsieur qui a eu de tout temps un speech qui peut vraiment vous transporter dans le sens où vous voyez comment l'État, la société dans laquelle vous vivez peut être une société juste, une société respectueuse des droits de l'homme, une société qui met l'être humain au centre des préoccupations, une société de respect des valeurs et les sources de valeurs que nous connaissons, que ce soit les lois, que ce soit les religions, l'art ou la culture, en tout cas, toutes ces valeurs qui sont porteuses de paix, parce que de générosité, une société où l'objectif final c'est de rendre cette fraternité. J'ai été vraiment, je n'ai pas hésité une minute d'adhérer au parti. Au parti, d'accord. Et c'est comme ça que j'ai pu évoluer dans les structures du parti comme militante. Puis je me souviens, j'étais présidente d'une commission et après j'étais élue à l'Assemblée nationale et voilà, et après j'étais maire. En même temps, après que je sois maire, notre président, le docteur Adamo Damjeya, a été rappelé à Dieu en 2020 et en cette même année-là, comme le statut le dit, il y a eu une réunion des instances du parti qui ont décidé de me permettre de continuer la présidence jusqu'à la convention, parce que la convention devait avoir lieu en 2021. À l'Union démocratique du Cameroun, il y a la convention nationale tous les 5 ans. Donc en 2021, nous avons tenu notre convention et à cette convention, j'ai été élue présidente nationale de l'Union démocratique du Cameroun. Voilà, ça fait depuis 4 ans que j'assume cette responsabilité. C'est un sacerdoce, comme je puis dire, parce que on est une équipe. On a des idées, des méthodes pour faire que le Cameroun soit un pays prospère, uni. Et c'est ce qui nous habite. C'est notre intérêt primordial de faire que le Cameroun soit cette société de droits et de devoirs qu'elle a été depuis lors qu'elle a été confiée au système des Nations Unies, mais avant de la SDN. Donc nous pensons que le Cameroun a un rôle à jouer au niveau de l'Afrique centrale et au niveau de la sous-région Afrique, au niveau mondial. Nous avons la chance d'avoir un pays avec une immense diversité culturelle qui est sa première richesse. Et sa deuxième richesse, si je puis dire ainsi, ce sont ces hommes-là, ces femmes qui sont doués, qui sont d'une intelligence immense et de la mer à la forêt,
aux montagnes, comme ici à l'ouest, au désert. Le spectacle est tout simplement renversant et je dis toujours que nous sommes bénis par rapport à tout ce que nous avons comme possibilité de production. Tous les produits du Cameroun sont tout simplement impressionnants. Avec tout cela, il n'y a pas de raison que les Camerounais ne puissent pas être des modèles et des exemples. Il n'y a pas de raison que le Cameroun ne puisse pas être un pays où les populations sont productifs, créatifs, ingénieux et qui attirent le monde entier. D'accord. Alors, Dame Courage, tout au long ou alors dans votre parcours, dans cet univers politique-là, quel a été votre soutien indéfectible simplement, si on peut le dire ainsi? Je crois que mon soutien le plus important, c'est l'amour de mes parents. J'ai été dans une famille qui m'a toujours déjà servi d'exemple. J'ai été élevée par ma grand-mère. Mes grands-parents étaient plutôt mes arrière-grands-parents. Parce que c'était des hommes et des femmes d'une humilité et d'un sens de justice et de partage qui m'ont vraiment façonné, qui m'ont marqué. Et je pense que c'est ça qui a été mon soutien le plus important et que j'ai essayé de retourner. Et à chaque fois qu'on me demande l'enseignement le plus riche, je pense toujours à ce qu'elle disait, que ce que vous faites dans la vie, vous le faites pour vous-même. Quand vous faites du bien, c'est pour vous-même. Quand vous faites du mal, c'est pour vous-même. Ça m'a toujours marqué. Ce sens de respect de l'autre et de solidarité, c'est l'espoir, c'est ce qui donne l'espoir. Et donc, pour moi, la famille n'est pas cette famille de sang. Nous, notre principe, c'est toujours de dire que notre famille, c'est au-delà des liens du sang. Ce sont des personnes qui sont proches de vous, qui partagent les mêmes valeurs que vous et qui sont engagés et mobilisés dans les idéaux que vous défendez. Et dans le cadre, dans cette lancée-là, on peut tout faire. On peut, comme les femmes disent, on peut fondre les rochers. Quand je dis les femmes, c'est les associations des poids corner, c'est-à-dire les associations de solidarité qui sont des femmes. Elles disent que quand vous êtes unis, quand vous êtes dans la même direction, le développement va suivre parce que la richesse, elle est là. Et il y a le logo de la ville de Fobane qui a été fait par le maire, le docteur Adamou Damjoya. C'est un logo avec les écritures inventées par le roi Njoya. Donc il a associé ces symboliques-là pour tirer une leçon. Le soleil éclaire les cœurs et montre le chemin de la générosité, étale les richesses. Et donc, le soleil éclaire les cœurs, montre le chemin de la générosité en étalant la richesse, par exemple, et la vérité. Parce que c'est des thèmes forts. Le soleil, ça a toujours été ce qui a guidé le monde. La vérité, parce que il faut tendre au respect de ces valeurs d'intégrité. Et la richesse, c'est la lumière. Quand il y a de la lumière, on a de l'espoir. Et c'est important de savoir que la générosité doit faire partie de nous en tant qu'être humain. Et pour moi, c'est tout un enseignement, c'est toute une philosophie. Donc, c'est tout cela qui fait notre force à nous tous. Parce que je suis parce que nous sommes. C'est un peu comme ça. Et donc, chacun, à son différent niveau,
apporte sa pierre, ce que l'autre n'a pas. Et c'est la mobilisation des intelligences, des génies, c'est un peu comme ça que nous fonctionnons. D'accord. D'un autre côté, vous êtes simplement cette femme-là qui lit, cette femme-là qui écrit aussi, auteur. Donc, bien sûr, vous avez édité ou alors écrit des œuvres telles que L'Enfer Rose, Élection bancale, Le Coquelicot. Voilà, donc nous aimerions savoir d'où est venue cette passion-là en fait pour l'écriture, la littérature. C'est vrai que si je n'étais pas mère, je serais écrivaine parce que c'est des moments importants pour moi que de pouvoir garder quelque part soit une histoire, un vécu, ou alors partager avec tout le monde ce qui est important pour moi. J'ai été, quand j'étais plus jeune au lycée, une grande lectrice. Je lisais beaucoup, j'étais un rat de bibliothèque et les livres m'ont appris dans le monde. Je connaissais l'Asie, la Chine, les pays nordiques, occidentaux, l'Amérique. Ça vous faisait voyager sur place. Exactement. J'écrivais. À notre époque, on avait des correspondants. Donc, on écrivait des lettres à nos correspondants et on allait poster, on attendait un mois. C'était pas comme aujourd'hui où on envoie un message et ça arrive à la même minute. Donc, c'est un peu de cette époque-là que j'ai aussi cultivé l'écriture. Et l'écriture est importante parce que c'est des archives c'est des archives qui peuvent servir aux générations futures et qui peuvent permettre de comprendre ce qui s'est passé de toute façon. Donc, avec les élections bancales de A à Z, je venais de vivre les élections de 2004 qui m'avaient un peu traumatisée. C'était des élections présidentielles et donc j'avais vu comment ça se passait dans les bureaux de vote, comment est-ce qu'on avait convoqué le corps électoral et tout ce que je décris de A à Z, c'est vraiment ce que jusqu'aujourd'hui, pour la plupart des problèmes électoraux, et c'est pourquoi nous demandons la révision du code électoral, sont persistants. A à Z, vraiment, il faut le lire pour comprendre aussi par où on est passé. Parce que quand on lit les élections bancales de A à Z, il y a quand même certaines pratiques qui ont été, par le code électoral, quand même interdites, mais il y en a pas mal qui restent. Avec l'Enfer Rose, c'est les droits des femmes qui me préoccupent parce que je n'accepte pas être féministe. Je me dis que je suis pour l'égalité homme-femme, mais il se trouve que dans notre société, ce sont les femmes qui sont les plus victimes des discriminations. Et donc, je m'intéresse beaucoup parce qu'elles sont les plus nombreuses. Elles sont le soutien des familles et la famille est la cellule de base. Pour moi, si une femme a les droits et les moyens, la famille va mieux se porter et la communauté va mieux se porter parce que les enfants vont mieux se porter. Donc, dans l'Enfer Rose, j'essaye à travers la vie d'un couple, d'un jeune couple et des préjugés socio-culturels, d'écrire un peu les travers d'un couple, malheureusement, qui a hérité de tous les jugements des belles familles, de la société et ce que nos coutumes ont réservé aux femmes. Donc c'est triste, mais c'est ça. Les Cocolicots de l'espoir, c'est l'histoire de ma grand-mère qui m'a élevée et de son mari, qui était un Italien. Eliana. Oui, qui est arrivé au Cameroun parce qu'il avait été fait prisonnier de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, pendant la guerre, on gardait les prisonniers.
Et après, pendant qu'il était captif, il avait rencontré ma grand-mère et l'histoire de ma grand-mère aussi. Donc c'est une très belle histoire. Là maintenant, je souhaiterais écrire l'histoire de ma mère aussi, qui est une très belle histoire. J'aimerais vraiment pouvoir l'éditer. J'aimerais écrire l'histoire de Fumban parce que j'ai eu à côtoyer le docteur Adamou Damjoya qui avait une connaissance des faits historiques appartenant à une grande famille de Fumban. Et son père, qui était le sénateur Njoya Aruna, a aussi joué un rôle important pour le Cameroun parce qu'il a été sénateur en France, parmi les premiers sénateurs, plusieurs fois ministre. Et il est l'un des pères fondateurs du Cameroun. Il y était pour la conférence de la réunification et avant cela, les premières journées économiques de Fumban en 1958. Donc, c'est des histoires très, très intéressantes et surtout où on voit comment Fumban est parti de cette capitale de royaume à Fumban où on a créé l'administrateur, le roi est parti en exil et après il est revenu décédé, il est mort en exil et toute cette histoire, les institutions de Fumban, comment on crée l'administrateur, le colon crée les chefferies et après comment la commune est créée. Ça permettrait de résoudre beaucoup de problèmes qui n'en sont pas, parce que les personnes aujourd'hui ont tendance à tout confondre. J'aimerais vraiment pouvoir écrire une histoire de la ville de Fumban. Donc, vous voyez, il me faut du temps. Et vous en aurez certainement, Dieu le permettra, voilà, Madame. Merci beaucoup. Alors, Dame Courage, on va partir peut-être dans votre jardin secret et savoir simplement, parce que beaucoup se demandent comment vous avez été en tant qu'épouse, en fait, ou bien comment vous êtes en tant qu'épouse, voilà. En fait, je ne pense pas que ce soit devant un plateau de télévision qu'on doit parler de sa vie, comment est-ce que je peux dire privée, même quand on n'en a pas. Mais pour moi, je pense que quand on a la chance, si vous voulez, d'avoir un partenaire qui a une dimension je ne sais pas comment le décrire, elle a décrit cette dimension. C'est vraiment un peu plus d'amitié, c'est beaucoup plus d'amitié et ce qui est le plus important, c'est cette amitié-là qui vous lie, que vous ayez, que ce soit formalisé ou pas. Parce que quand vous parlez d'épouse, là, ça renvoie déjà au fait d'avoir un lien de mariage. Pour moi, le mariage ou pas de mariage, mais c'est déjà d'abord la reconnaissance d'une amitié qui peut vous lier à une autre personne avec laquelle vous partagez les mêmes objectifs, les mêmes visions. Et des fois, vous passez vraiment la vie à travailler. Vous travaillez dans le sens de l'intérêt général. Vous cheminez ensemble de projet en projet parce que vous êtes d'accord par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et de l'autre côté, je ne sais pas à quoi renvoie le rôle d'épouse. Parce que ce que je souhaite que ce soit clair dans le cas de ce plateau, c'est que je n'ai jamais compris ce à quoi on doit vouer les épouses. Sinon, c'est les mêmes devoirs auxquels doivent être voués les époux. Je ne sais pas si vous auriez pu poser la question à un monsieur, si j'étais un monsieur, vous auriez posé la question de demander à un monsieur comment est-ce que il s'est défini en tant qu'époux. Oui, vous auriez pu poser cette question. Oui, il faut en savoir plus quand même.
Et donc, pour moi, c'est très difficile parce qu'on est ensemble, que ce soit par un lien formel ou pas par un lien formel, mais on est décidé d'être ensemble pour partager des objectifs communs, pour partager des projets communs, pour avoir une expérience de vie commune par rapport à ce qui vous lie. Et c'est le plus important, c'est l'amitié, comme je peux vous dire. Mais c'est l'amitié. Et c'est difficile quand on est dans un monde où on doit aller tous les jours résoudre un problème, où on doit aller tous les jours parce qu'on est appelé, on est attendu quelque part. Dans ces conditions, c'est difficile parce que généralement, vous voyez, les vies définies normalement de couple, c'est rester dans une maison, très sagement, aller au travail le matin, revenir, mais ce n'est pas souvent le cas quand on est deux personnes qui ont une vision politique, si vous voulez. Il faut aller par-ci, par-là. Il faut le faire. Donc, mais ce qui tient, c'est le fait d'être des amis, c'est le fait de partager cette vision commune. Je pense que c'est ce qui reste, même au-delà. Quand je célèbre les mariages, il y a des couples qui disent je vais... on sera tous les deux ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et à la fin, je leur dis toujours, si vous vous aimez vraiment, sachez que la mort ne va jamais vous séparer et que vous allez au-delà de la mort, l'amitié, cette amitié va rester au-delà de la mort. J'aime souvent leur dire ça. Je ne sais pas s'ils y croient, mais en tout cas, je joue mon rôle. Je leur transmets ce que je pense que c'est important, qu'ils sachent que quand on est vraiment des amis, on est liés au-delà de la mort, parce que la mort, c'est une étape, en tout cas pour moi, qui suis une croyante, parce que je le suis. Alors, simplement avant de sortir de cette émission, parce que bientôt nous allons sortir de là, j'ai envie de vous demander quel message vous pouvez envoyer à la jeunesse qui parfois aujourd'hui se perd avec le numérique et tout ce qui va avec, et surtout à la jeune fille qui aujourd'hui pense parfois qu'elle n'a pas son mot à dire lorsqu'il s'agit de la chose publique en société et tout. Oui, mais en fait, d'abord, le message aux jeunes en général, c'est qu'ils comprennent qu'on a besoin de leur contribution. Au Cameroun, ils sont les plus nombreux aujourd'hui. Et donc, on a nécessairement besoin d'avoir un feedback de ce qu'ils pensent par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs idées, par rapport au Cameroun qu'ils veulent, parce que c'est eux le Cameroun, et qu'ils ne se découragent pas au regard des difficultés qui sont les nôtres. Aujourd'hui, ils n'ont pas de travail, on est conscient et on fait tout pour créer une société où ils pourront travailler. Et aussi par rapport au fait qu'on ne les retrouve pas associés aux instances de prise de décision. Très peu de jeunes occupent des postes de responsabilité, pourtant ils doivent être là pour des politiques jeunes, justement pour la grande catégorie. Donc sans jeunes, le Cameroun est voué vraiment à disparaître. Et donc, il faut qu'ils en prennent pleine conscience. Maintenant, aux jeunes filles et aux jeunes hommes, on vient de traverser le 11 février et j'ai eu à recevoir ici à la mairie des jeunes qui avaient été choisis comme des leaders. Et quand je leur ai demandé ce qui avait motivé leur engagement pour être des leaders jeunes, ils m'ont fait savoir que dans leur école, au lycée, ils avaient remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes qui se droguaient et pour les filles, il y avait des jeunes qui se prostituaient, par exemple. J'ai la chair de poule quand je parle de ça parce que je n'en revenais pas de voir que
c'était vraiment à ce point-là. Aujourd'hui, dans nos établissements où on parle de drogue, on parle de prostitution. Et donc, il y a à faire. Et c'est nous, ceux qui tiennent les rênes du pouvoir, qui devons protéger nos enfants. Et nous devons vraiment nous engager à le faire le plus durablement possible. Et c'est un devoir. Il y a des politiques qui doivent être prises pour la sécurité. En dehors de tout cela, ça met la société dans une espèce d'insécurité parce qu'à côté, il y a des dealers, que ce soit par rapport à la criminalité, que les stupéfiants peuvent entraîner, ou alors ceux qui entretiennent ces prostitutions-là. Pour moi, il faut des lois au Cameroun. Il faut sanctionner quand on a des personnes qui s'adonnent à ce genre d'activité. Il faut les sanctionner et il faut toujours dans la maison avoir des parents qui prennent en charge leurs enfants, c'est-à-dire en leur offrant l'éducation la meilleure, parce que sans éducation, même à l'école, c'est l'enfant qui sera le plus vulnérable. Par contre, si l'enfant sort de la maison avec des principes bien ancrés dans la tête à l'école, il va être le premier à dénoncer ce genre de crime. Donc, c'est le message que j'envoie à ces jeunes, c'est de ne pas se laisser avoir et de comprendre que nous avons besoin d'eux pour le Cameroun de demain. Merci Dame Courage. Simplement, nous allons sortir de cette émission et nous vous disons merci de nous avoir accueillis ici à Foumban, parce que c'était un grand plaisir de vous découvrir, vous, en tant que la grande femme que vous êtes, la femme charismatique que vous êtes, voilà. Donc nous rentrons heureux et surtout nous reviendrons si besoin se fera, bien sûr. Merci Dame Pertinente, avec toute votre grande équipe. Thank you. Voilà, à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de Carrefour Média, c'était votre émission Les Incontournables. On se retrouve à la prochaine et vous allez découvrir encore d'autres belles personnalités qui vous feront sûrement plaisir. Au revoir.